bam, ça fera plus joli. Patrice, ben merci d'être là ce soir, malgré tous Moi, je ces, t'en prie. malgré toutes ces, comment dire, Péripéties. péripéties. Merci beaucoup. Ben, si je trouve pas mes mots, ça va aller bien loin, je pense. On est bien parti. Et ben écoutez, coucou tout le monde qui est là, merci d'être présent. Coucou QGL, nos habitués, etc. Coucou Super Dodo 07, coucou, bienvenue. Je rappelle que dimanche dernier, nous avons passé la barre des 1000 followers sur cette chaîne, barre symbolique qu'on a réclamé à corps et à cri pendant 1 h 30 et on a fini par l'avoir. Donc c'était un petit moment pour nous. Et aujourd'hui, eh ben, c'est quelque chose que on va venir parler de quelque chose que j'attendais avec grande impatience, puisque je me rappelle plus quand c'était en mai dernier ou quelque chose comme ça que tu avais annoncé à l'antenne la sortie du livre qui nous intéresse aujourd'hui. Je crois bien, oui, c'était au printemps dernier. Ça devait être ça. Et du coup, Patrice, eh ben, écoute, je te laisse te présenter, dire quelques mots sur toi. On a fait une émission avec toi que vous pouvez retrouver, je crois, sur YouTube. Mais donc, tu fais partie de cette aventure de la réédition du cycle du Midi des frères Strugatsky chez Mnemos. Oula, trop d'émotions. Et, est-ce que tu veux dire en quelques mots d'où tu viens? D'où je viens? Hmm. Waouh. De Lisieux, en Normandie. J'y suis né, j'y vis toujours. Bon, qui je suis? Je travaille au CNRS, mais sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la science-fiction, sur des sujets historiques. Je suis en même temps chercheur dans le domaine de la mythologie et depuis pas mal de temps, je baigne dans le fandom de la science-fiction depuis les années 90, on va dire. Depuis 2008, je travaille avec Victoria, mon épouse, dans le domaine de la science-fiction soviétique et russe. Enfin, science-fiction, fantasy, imaginaire en général. Et, Voilà. et vous avez écrit donc ce livre, je sais plus où il doit être derrière moi là-bas quelque part. Donc sur l'histoire de la science-fiction soviétique en littérature, dont nous avions Voilà. parlé pendant 1 h 30, je crois, la dernière fois. Et Étoile rouge. Étoile rouge, exactement, qu'on conseille vraiment très très fortement. Il est encore disponible d'ailleurs. Oui, oui, Ouais, on peut encore le trouver. oui. Et donc tu avais annoncé, grande nouvelle, que le cycle du Midi, donc ça compose combien de livres déjà, ça, et de nouvelles? Alors, j'ai amené une pile. Ah, Et grosso modo, le gros pavé qui va bientôt sortir, nous on va recevoir le stock demain. ah, Ça contient ça, et on va dire à peu près ça en plus. impressionnant quoi. Je sais pas si c'est très visible, mais j'ai sorti de ma bibliothèque les volumes des anciennes éditions pour les textes qui ont déjà été édités en français. Donc tout ça. Et ça c'est édition française du coup. Ouais, ouais, ouais. Et il s'y ajoute un couvre-roman qui avait été publié dans la revue Antares, mais j'ai eu la flemme de le sortir parce qu'il est très très bien rangé. Et un recueil, enfin quelques nouvelles inédites qui n'étaient pas encore en volume et qui n'étaient d'ailleurs pas encore traduites du tout. Donc voilà, c'était l'objet de l'annonce l'année dernière. Maintenant, ça y est, ça sort. Je ne l'ai pas encore vu, mais ça a été un travail fleuve. J'imagine, puisque donc les frères Strugatsky, ils ont vraiment une énorme carrière littéraire qui a traversé donc le bloc soviétique à partir des années 60 de mémoire, même 50, hein, ils ont démarré je crois. 58. 58, c'est ça. Et donc ils ont traversé vraiment le bloc soviétique, ils ont même vu la fin, ils ont continué un peu à travailler derrière.
Euh, et donc le cycle du Midi, par contre, ça ne contient qu'une partie de leurs œuvres et un univers bien particulier, c'est lequel? C'est en fait, depuis leur tout début, ils ont mis petit à petit en place une histoire du futur. Alors, ça n'est pas une histoire du futur avec des prolongations sur des millénaires. Au contraire, ils ont fait le choix d'explorer le 21e siècle et le 22e. Alors, le cycle du Midi, c'est la partie qui concerne le 22e siècle. Mhm. Le Midi étant considéré comme le Midi de l'humanité, la, la meilleure période de l'histoire de l'humanité. Mais donc, il y a toute une série de romans et de nouvelles qui, elles, prennent place le siècle avant, durant le siècle avant. Mhm. Et là, il y a encore plein de trous, plein de choses encore inédites en français. Ce cycle, donc, je disais, ils l'ont entamé dès le départ, dès le début de leur carrière, avec un roman qui est Le pays des nuages pourpres. Alors là, c'est la partie 21e siècle. Donc, pour l'instant, c'est pas encore traduit. Mhm. Et ils y ont travaillé jusqu'à la mort d'Arcadie en 91. Donc, ça fait plus de 30 ans, Ouais. 30 ans d'écriture. Alors, ils n'ont pas fait que ça, ils ont écrit des romans isolés en plus. Mais grosso modo, c'est la moitié de leur œuvre qui rentre dans ce cycle, Non, ce grand cycle. donc cycle du Midi, en gros, il représente on va dire le communisme, les soviétiques, qui ont réussi, qui sont donc une utopie où en fait ça a tout arrangé sur Terre, et maintenant ils vont limite dans l'espace pour un peu sauver les autres ou regarder ce qui se passe. C'est les prémices d'ailleurs de Il est difficile d'être un dieu, si je dis pas de bêtises. C'est cet homme qui est envoyé sur notre planète, qui est resté à l'âge du Moyen-Âge et qui n'a pas connu les Lumières et qui est vraiment, qui s'embourbe d'ailleurs au sens propre du terme, parce que c'est à la fois un livre et un film très boueux. Donc ça, c'est un peu le communisme utopique réussi qui va un peu, même si je crois qu'ils ne doivent pas non plus interagir avec on va dire Ça les dépend. peuplades C'est tout d'outre-monde. l'intérêt en fait d'avoir réuni ces textes-là en un seul volume, c'est qu'on se rend compte de l'évolution qu'ils ont mis en place. En fait, ils partent donc d'un 21e siècle. Je ne vais pas beaucoup en parler parce que c'est la mise en place de cette utopie, avec un bloc capitaliste qui existe encore, mais une coexistence pacifique, et puis une exploration du système solaire. Et lors du 22e siècle, donc là où commence notre affaire avec ce gros volume, ça y est, l'utopie est en place, il y a un système démocratique mondial, donc il n'y a plus d'État. Mhm. C'est un État unifié sur toute la planète et surtout l'humanité a commencé à explorer d'autres planètes. Et effectivement, au départ, quand ils rencontrent d'autres cultures, l'intention de base, c'est on observe mais on n'intervient pas. C'est un peu la directive première dans Star Trek. Oui. Mais quand on avance dans le temps, on passe des observateurs à un autre type de personnages qui sont les progresseurs, dont le rôle n'est plus l'observation, mais carrément de guider ces civilisations pour qu'elles atteignent le même stade que l'humanité. Alors, dans Il est difficile d'être un dieu, qui est un roman qui se place en début Oui. du 22e siècle, ce sont des observateurs, mais dans L'île habitée, par exemple, il est question des progresseurs, et dans les romans qui suivent aussi. Et après, la grande question qui se pose, c'est est-ce que l'humanité elle-même n'est-elle pas l'objet d'un travail de progresseur? Et L'île habitée, donc un de ceux que j'ai lu suite à la lecture d'Étoiles Rouges, donc votre essai avec toi et Victoria, se situe où à peu près dans ce cycle? Parce qu'on retrouve un peu les prémices aussi de Il est difficile d'être un dieu, tout en étant assez différent sur son final. Ah oui, tout à fait, parce que on est un petit peu plus loin dans le temps par rapport à Il est difficile d'être un dieu au niveau chronologique. Là, on est vraiment passé au stade des progresseurs. Mhm. Mais c'est les débuts de l'affaire. Et
le personnage central de ce roman, Maxime Kammerer, il va revenir après dans 2 autres romans avec à chaque fois 20 ans d'écart. Et on voit encore, à chacun de ces romans, le rôle des progresseurs changer. Dans L'île habitée, il est encore assez balbutiant, à vrai dire. On a des gens qui sont spécialistes en histoire et en sociologie et qui s'impliquent totalement dans une société, mais on sent bien qu'ils ne sont pas encore très à l'aise, ça leur arrive de gaffer, de commettre des cataclysmes du coup. Alors que plus tard, c'est quelque chose qui est plus institutionnalisé et plus, je dirais presque routinier, mais non, routinier c'est exagéré parce qu'on ne manipule pas une civilisation comme ça, mais plus codifié en tout cas. Et c'est ça qui est assez fascinant en définitive avec ce qu'ils ont écrit, c'est que même s'il y a quelques petites sautes, quelques incohérences qu'ils ont eux-mêmes relevées, parfois ils ont essayé de les corriger, parfois ils s'en sont fichus totalement. Il y a un personnage qui meurt en cours de route, puis hop, il Ah oui, réapparaît plus tard. c'est vrai. Gorbowski. Oui, oui, ça me revient. Oui. Il meurt dans Arc-en-ciel lointain, mais il réapparaît dans l'inquiétude. Donc, il y a parfois des difficultés chronologiques, mais peu importe. Par contre, c'est l'arrière-plan lui-même de tout cet ensemble qui, lui, est totalement cohérent d'un bout à l'autre. Et donc, il nous présente les avancées technologiques, il nous présente les avancées sociologiques aussi, de façon très subtile. Et on ne peut s'en rendre pleinement compte de cette subtilité que quand on les lit vraiment les uns après les autres. Et j'avoue que ça a été quelque chose d'assez enthousiasmant du coup de faire ce travail sur ce volume parce que même moi je connaissais pas forcément tout. D'ailleurs je connais toujours pas tout, c'est pas possible. En ayant lu les volumes séparément et dans un ordre plus ou moins aléatoire. Et c'est tout l'intérêt d'avoir sorti cette pile de bouquins. Et qu'on a un seul et unique cycle, mais on a quantité d'éditeurs différents et de traducteurs différents. Et ça pose problème. Dans ce cycle, il y a un sous-cycle, si on peut dire, qui est la trilogie de Maxime Kammerer. Donc le personnage de l'île habitée. Il apparaît dans 3 romans. Alors, 3 romans. Le premier, l'île habitée, traduit chez l'âge d'homme par Jacqueline Lahana. Dans une version, la version russe avait été lourdement caviardée pour enlever tous les jurons, tous les trucs problématiques. Mais bon, Jacqueline Lahana avait fait un très bon boulot. C'est pas elle qui a fait ce caviardage, c'est l'éditeur soviétique à la base. Donc, le premier tome paraît là. Le deuxième tome, Le Scarabée dans la fourmilière, paraît au Fleuve Noir dans une collection qui s'appelait les best-sellers de la science-fiction soviétique, avec des couvertures parfois hallucinantes. Et le troisième tome, c'est chez De Noël, Présence du futur. Pour chercher la cohérence dans une histoire éditoriale pareille, il fallait le vouloir. Donc, quand j'ai cherché un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient lu Les vagues éteignent le vent, sans avoir lu les 2 autres, qui ont eu un petit peu de mal à comprendre. Donc là, au moins, tout y est. Tout y est, et dans l'ordre. C'est ça, dans l'ordre chronologique du coup des parutions originales des... Des parutions. D'accord. Dans l'ordre chronologique qu'on peut deviner de l'histoire. Ce qui fait que là, on a proposé un sommaire qui n'est pas forcément celui des éditions russes actuelles. D'accord. Parce que les éditions russes actuelles se font dans l'ordre chronologique de rédaction ou de publication, alors que là, pour cette intégrale, on a fait quand même un travail, on pourrait dire un travail critique, donc qui n'existe pas ailleurs, même pas en Russie, dans lequel les textes sont mis vraiment dans l'ordre chronologique de l'histoire. Et ça a été facile, ça, à replacer cet ordre chronologique? Il y a des données un peu précises dans le livre, ou il a fallu parfois un peu enquêter pour faire ça? Il y a des données, il y a des travaux, il y a des gens qui se sont creusés la tête sur ça. Et ça faisait beaucoup rire Boris Strugatsky quand il était encore vivant. Parce que lui s'en fichait un peu. Oui.
Mais en tout cas, il y a des indices un petit peu partout. Donc, on a essayé de résoudre ce que je disais tout à l'heure, l'incohérence avec la mort de Gorbowski, le navigateur interstellaire. Donc, simplement en déplaçant le roman L'arc-en-ciel lointain dans lequel il meurt, on n'est pas obligé de le placer dans le roman dans lequel devant le roman dans lequel il réapparaît. On peut le placer après. Il n'y a aucune difficulté à le faire. Donc c'est ce qu'on a fait. Et c'est pas grave si au niveau de la chronologie de rédaction, ça n'est plus bon. C'est pas grave. L'important, c'est le sens logique. Et est-ce que c'est donc du coup cette volonté de mettre le cycle du Midi dans un volume retraduit, tout ensemble, dans l'ordre donc de l'histoire, pas chronologique d'écriture, est-ce que c'est un vieux projet à toi et Victoria et Mnemos? Comment s'est passé tout ça? D'où est venue cette volonté? Alors, de notre part, c'est un très vieux projet qu'on a eu pratiquement dès le moment où on a été actif dans le domaine. Je me souviens qu'on l'avait même proposé à la collection bouquins chez Robert Laffont. Ok. Ils ont trouvé que c'était pas assez vendeur. Ok. Bon, pourquoi pas, c'est leur choix. Et puis, entre-temps, on a été contacté par Gilles Dumay, Oui. qui voulait rééditer les Strugatsky chez De Noël, mais roman par roman, donc de façon prudente. D'accord. Avec ça marche. Et ça a plus ou moins bien marché, on va dire. Mhm. Parce qu'en fait, sur 4 livres, ceux qui ont bien marché sont ceux qui étaient soutenus par des films ou des jeux vidéo. Oui, Donc c'est Stalker, c'est ça. il est difficile de traduire. Ouais. Donc l'aventure s'est arrêtée après L'escargot sur la pente. Très, très dur à lire celui-là, hein. Il est Il est spécial. très exigeant comme lecture. C'est un roman codé. Tout le monde n'a pas eu la clé de lecture pour tout comprendre. Ouais. Et je crois qu'on n'y arrivera jamais. Oui, Alors, ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que le brouillon de ce roman appartenait au cycle du Midi. Et donc, les deux frères l'ont publié, ce brouillon qui s'appelle L'inquiétude, dans les années 80. Et donc, nous, on l'a intégré dans ce volume. Alors que L'escargot sur la pente, lui, qui est une version refaite complètement, n'a plus rien à voir avec l'univers du Midi et donc n'apparaît pas dans l'intégrale chez Nemos. Et donc Nemos a été intéressé par ce projet quand vous êtes venu le présenter. Ça s'est fait comment finalement que cette maison d'édition reprenne? On n'en avait même pas parlé. C'est Frédéric Weil qui un jour nous a envoyé un message en nous disant ben voilà, j'ai lu les romans, j'adore et j'ai bien envie de le faire. Alors que nous-mêmes, on les avait pas contactés pour ça. D'accord. Donc ça a été une surprise extraordinaire, évidemment, et ça a été oui tout de suite, Bah évidemment. Et puis ensuite, donc, des mois et des mois et des mois de travail. Non pas qu'on ait tout retraduit, c'est pas vrai. Il y a les 2 tiers du volume qui sont des traductions anciennes, mais révisées. D'accord. Il n'y avait pas forcément un très gros travail de révision à faire sur celle-ci d'ailleurs, parce que les traductrices ou le traducteur, donc je vais les citer, Svetlana Delmotte, Bernadette Ducrest, Jacqueline Lahana et André Cabaret, avaient fait du bon travail chacun de leur côté, mais il y avait un travail d'uniformisation à faire, simplement par exemple sur les translittérations des noms, sur les acronymes. Les Strugatsky adorent les acronymes. Et ça ne se rend pas de la même manière d'un traducteur à l'autre. Donc, des fois, il fallait se creuser la tête pour trouver la solution qui va aller dans tous les romans. Donc, tout ça, c'était à revérifier, à revoir. On a fait quelques sondages aussi pour s'assurer que les autres romans n'avaient pas subi le même sort que L'île habitée, donc avait été beaucoup réécrit avant sa parution officielle à l'époque soviétique. Les autres, non, ça va. Par contre, là où il nous a fallu vraiment traduire, c'est pour une poignée de nouvelles inédites, dont certaines, en fait, ont été retrouvées assez tardivement dans les archives des deux frères. Et qui ont jamais été publiées, du coup.
qui ont été publiés en russe depuis les années 90, mais pas au temps de leur rédaction. D'accord. Certaines remontent aux années 60. Ok. Et ce qui nous a fallu reprendre totalement, c'est ce petit livre-là. Je ne sais pas si c'est très visible. Les Revenants des étoiles, paru en 63 chez Hachette, le Rayon Fantastique. Une excellente collection au demeurant, Oui. mais là, quand j'ai comparé entre ça et le texte original, il m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte que les textes, il en manquait, Mhm. parce qu'en fait, c'est un roman nouvelliste ou un recueil romancé, je sais pas trop comment on pourrait dire. On est vraiment à la charnière entre le recueil de nouvelles et le roman. Et le problème, c'est que les Strugatsky eux-mêmes ont fait évoluer le sommaire d'une édition à l'autre dans les années 60. Ils ont retiré Ok. un texte, ils en ont rajouté, Mhm. ils ont changé l'ordre. Or, cette version-là, elle est parue, on va dire, à mi-chemin du travail. Donc, il y a des textes qui manquaient, euh, mais c'était normal. Certains textes ont été supprimés, ça, c'était pas normal. Et surtout, tous les textes ont perdu un bon tiers de leur volume. Ah oui, carrément. Le traducteur, dont on n'a pas retrouvé la trace, moi je pense sincèrement que c'est Jacques Bergier qui a traduit ça Ah, lui-même sous ce pseudonyme. C'est son style. ouais. Mais alors vraiment, n'a pas joué du ciseau, il a joué du massicot. Il y a un des textes dont la fin, qui tient normalement sur 6 ou 7 pages, est résumé en une page. Ok. Voilà. Donc là, il y avait tout à refaire. Il était absolument impossible de faire une révision de traduction, c'était Mhm. vraiment trop, trop pourri. C'est dommage pour la couverture de Jean-Claude Forest, mais ça, c'est pas bon. N'achetez pas. Ne pas prendre en brocante. Et Euh, Oui. non, je t'en prie. Patrice, si vous voulez rajouter quelque chose. Non, ben voilà, Hmm. c'était en fait ce travail-là qui a été la plus grosse affaire. Et puis ensuite, ben, on a rajouté soit de nous-mêmes, soit à la demande de Frédéric Weil des éléments de paratexte, comme ils le font régulièrement dans cette collection des intégrales. Mhm. Donc une introduction qui présente tout, dans laquelle on a placé autant que possible des extraits d'interviews des deux frères dans lesquels ils parlent de comment ils ont travaillé, tout ça. Il y a une table de concordance des traductions anciennes. Alors ça, c'est très bibliomane, mais c'est pour que les lecteurs puissent s'y retrouver entre les anciennes traductions et le résultat final, parce que parfois il y a des changements de titres. D'accord. Nous, on a essayé de restituer les titres originaux, mais parfois les traducteurs anciens ont fait des choses étonnantes. Et puis ça permet aussi de voir la date de rédaction de chacun des textes. Donc c'est un bête tableau. Il y a un dictionnaire des personnages, un dictionnaire des lieux aussi, donc Trop les chouette. différentes planètes explorées. Voilà, plein de choses. Plein de choses pour aider à comprendre, à rentrer dans ce texte, dans ces textes-là, cet univers. Et du coup, là, on s'en rend pas très compte parce que j'ai juste mis une image, la couverture du livre, mais donc il fait combien de pages en tout et pour tout? De mémoire, plus de 1200. 1200 pages. Et j'imagine Ouais. écrit petit. Je ne sais pas, je ne l'ai pas Ah fait. oui, tu l'as pas encore mis. Ah, 1200 pour tout Non, je l'ai rentre. vu Ah, qu'en 1200, PDF et quoique. sur écran, j'ai du mal à me rendre compte. Non, non, nous, on reçoit notre stock demain, Oui, donc il sort en librairie là, le 25. le 25, dans une semaine du coup, ouais. Donc là, il débarque. Vous allez faire quelques petites choses autour de cette sortie avec Nemos, des événements, ou vraiment une question ultra large. On va y travailler demain, Ouais, d'accord. justement. C'est pas encore déterminé complètement, mais oui, apparemment. Quoi, Et je n'en sais rien. qu'est-ce que j'avais en tête en question? Donc ce départ m'a vraiment fait du mal, hein. J'avais pas du tout prévu ça dans cet ordre-là, mais
Je suis parti. Bah non, c'était une de mes... c'est une de mes premières questions, enfin, qui était extrêmement simple. Hein, c'était quel est ton rapport, toi, à l'œuvre des Strugatsky en général? Comment tu l'as connu et comment tu l'as vécu? Comment je l'ai connu? Il y a longtemps. Avec de mémoire, il est difficile d'être un dieu. Oui. J'avais bien aimé. Et puis, c'est à partir de 2006, quand j'ai connu Victoria, que j'ai repris la lecture de leur œuvre et je me suis plongé dedans à toute vitesse. J'ai commencé par Le Scarabée dans la fourmilière, Ouais. qui n'était pas le plus connu de leur roman, qui n'était pas le plus simple à appréhender, puisque donc ça fait partie des derniers romans de l'univers du Midi. En plus, c'est le deuxième de la trilogie de Maxime Camerer, donc il me manquait des bouts. Mhm. Mais ce qui m'a énormément plu dans ce fait-là, c'est que malgré tout, euh, j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans ce roman de profondément merveilleux, parce que c'était enfin, merveilleux dans un sens très large, hein, pas du merveilleux avec des licornes, Oui, oui. mais quelque chose de à la fois tangible et en même temps chargé d'une imagination sans borne. Notamment grâce à un personnage qui est un extraterrestre. Et cet extraterrestre, en fait, c'est un chien mutant et qu'ils appellent un céphalare. Donc un chien intelligent, mais une intelligence qui est totalement autre et en même temps familière. Familière dans Mhm. le sens où ces céphalares, ils s'expriment comme toi et moi, ils discutent, ils parlent, pas de problème, dans le langage des terriens. Mais en même temps, bah, leur mentalité n'est pas la même et donc leur comportement peut être tout à fait aléatoire par rapport à ce qu'on attendrait d'eux. Donc s'ils veulent pas te voir, ils te voient pas. Il y a une ambassade sur Terre, mais un jour elle est vidée complètement. Ils ont déménagé sans rien dire à personne. Pourquoi? Personne ne le sait. C'est comme ça. C'est... Et donc là, ça a été un contact avec une forme d'extraterrestre. Bon, des extraterrestres, quand on lit de la SF, on en voit des palanquets. Mais des extraterrestres qui jouent à la fois sur l'éloignement et la familiarité, c'est pas banal. Et il y a tout un passage dans ce roman où un progresseur doit enquêter sur une planète qui a été dévastée par un cataclysme, et cette enquête, il l'amène avec un de ses céphalares. Mhm. C'est une scène absolument hallucinante, d'étrangeté, dans une ville qui vient d'être saccagée, ruinée. Et on a ces deux personnages qui déambulent là-dedans. Ça a quelque chose d'un mauvais rêve. Et pourtant, c'est finalement très réaliste, quelque part. Aussi réaliste que peut l'être la science-fiction. Mhm. Donc petit à petit, j'ai eu les clés pour comprendre tout ça, mais ça n'empêche que en lisant ce roman de façon isolée, ça m'a, je dirais pas perturbé, mais profondément intrigué. Et puis ensuite, ça a été L'Arc-en-Ciel lointain. Là aussi, c'est pas de leurs textes les plus connus, mais à mon Ouais. sens, c'est sans doute celui qui m'a presque bouleversé, comme Stalker. Ouais. Stalker, c'est un roman coup de poing, hein. Quand on arrive à la fin, J'allais venir dessus aussi sur le merveilleux, enfin le côté merveilleux, étrange et assez fou de Stalker avec mais cette zone qui est incompréhensible, hein, tout simplement. L'Arc-en-Ciel lointain, par contre, c'est un texte très rationaliste sur le monde de la science, où comment des physiciens, à force d'expérimentation sans conscience ni précaution, viennent saccager un monde complet, d'un bout à l'autre. Et donc ça oblige à des tentatives d'évacuation, mais il n'y a pas assez de place, donc il faut faire des choix. Et ça se termine par un final qui est de toute beauté, qui est tragique, mais qui est hallucinant, quoi. C'est quelque chose de merveilleux à la fois, et en même temps très touchant. Et ce petit roman-là est truffé de choses
déstabilisante. Il y a un immortel. Mhm. Quand on ne comprend pas l'immortalité jusqu'à ce qu'on apprenne qu'en fait, il est la victime d'une expérience de cyborg. Donc, on pense qu'il meurt, et en fait, non. Il est incapable de mourir. Et on le laisse sur cette planète-là parce que il va pas mourir, même s'il y a le cataclysme qui arrive. Donc, des tas de choses comme ça, dans tout ça, dans très peu de pages, en fin de compte. Et c'est aussi l'un des points forts, en définitive, de l'œuvre des Strugatsky, c'est d'être capable de coller des quantités de réflexions philosophiques, sociologiques, dans des romans qui sont pourtant remplis d'action. Mhm. C'est pas des romans où on s'endort. Il est difficile d'être un dieu. C'est un roman de KPDP Il se avec passe, de sacrés bastons. il se passe ouais, Mais en beaucoup, même beaucoup de temps, choses. derrière, il y a un propos qui est tout à fait solide. Donc c'est ça qui m'a vraiment emballé en fait, dans l'œuvre des deux frères. Cette capacité à allier une littérature très très vivante, mais en même temps avec un vrai travail de réflexion derrière sur l'humanité, sur nos conditions d'évolution. Et ce travail, il est tout sauf idéologique. Oui, c'est effectivement, puisque ce sont des auteurs qui ont œuvré donc sous le bloc soviétique, et on thème des auteurs enfin, qui ont essaimé dans le monde entier, où leur littérature a essaimé dans le monde entier. Mais ils ont été aussi à des moments en disgrâce, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Parce que, justement, leur volonté à eux, c'était d'écrire des romans qui soient aussi réalistes que possible, donc avec des personnages qui soient aussi réalistes que possible, évidemment. Et ça, c'était très délicat dans le domaine de la science-fiction soviétique, parce que en Union soviétique, on considérait que la science-fiction devait être éducative. C'était quelque chose qui était très pris au sérieux, la science-fiction, contrairement à ce qui se faisait en France, où on considérait très souvent ça comme de la littérature de gare. Là, non, pas du tout. Donc, on l'édite dans des collections pour la jeunesse, pour les enfants, et c'est très encadré. Donc, ça aboutit en fait à une normalisation de ce que doit être la science-fiction, et donc il ne doit pas y avoir de violence gratuite, il ne doit pas y avoir de personnages qui jurent, il ne doit pas y avoir de sexe. Mhm. Et de préférence, on doit avoir des héros qui ne pleurent pas, qui n'ont pas de Oui. faiblesse, qui sont des modèles parfaits, et surhommes. Il n'y a pas d'autre mot. Les Strugatsky, ils n'en veulent pas. Ils ont des personnages qui sont très intelligents, évidemment, parce que ça se place dans une utopie, et dans cette utopie, les gens sont éduqués, ils ont une formation qui atteint des niveaux universitaires, tous, parce que le travail est confié à des machines, donc la question du travail n'est même pas abordée dans ces romans, parce qu'on sait, ils le disent très vite fait, mais c'est des robots qui s'en chargent, puis c'est tout. Mhm. Donc tout le monde peut faire des études, tout le monde peut se lancer dans des carrières d'artistes, de chercheurs, d'explorateurs à sa convenance, et puis changer de métier en cours de route à sa convenance. C'est là où se trouve l'utopie. Mais ça n'empêche que même si ce sont des personnages très privilégiés, très intelligents, ils sont humains. Et donc, s'ils se tapent le pied dans un coin de table, ils disent bordel de merde, comme tout le monde. Et ça, c'est inadmissible. Et c'est quelque chose qui s'est retrouvé au cœur d'une, j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais d'une grosse querelle qui a eu lieu dans les milieux littéraires soviétiques dans les années 60, à la fin des années 60, Oui, entre deux mouvements d'auteurs de science-fiction, d'auteurs et de critiques. je me souviens. L'un des mouvements, les physiciens, étaient dans la droite ligne de l'idéologie, avec une science-fiction qui pouvait être très bonne. Ça n'empêche pas, hein, avec des romans très hard science, parfois très, très audacieux, mais des super-héros. Et puis à côté de ça, les lyriques, qui, même s'ils s'appellent, même si on les a appelés lyriques, finalement, voulaient des personnages réalistes.
Et Strugatsky était les têtes de file de ce mouvement-là, de ce groupe-là. Ils ont perdu. Oui. C'est une lutte qui s'est faite par le biais de débats dans la presse, Mhm. notamment, des conférences, des articles, dans la Pravda, dans la Gazette Ça littéraire, se littérature répondait, magazine, ça argumentait. euh, c'est quelque chose qui était à l'époque inimaginable en France. Je ne crois pas avoir vu de débat d'idées sur la science-fiction dans le magazine littéraire et Le Monde qui se faisait écho, Ouais. par exemple. Alors que là, si, c'était vraiment quelque chose d'assez fort, mais en définitive, les physiciens ont gagné. Et ce sont des gens de leur mouvance qui se sont retrouvés à la tête des maisons d'édition ou des collections consacrées à la science-fiction durant toutes les années 70. Donc, ils ont publié des romans Oui. épouvantables. Et les Strugatsky, certains de leurs romans n'ont jamais été édités pendant cette époque-là. D'autres l'ont été, mais avec énormément de difficultés. Certains ont été donc découpés, enlevé les grossièretés. D'autres, par contre, ont eu un destin un petit peu plus rapide, curieusement. Un gars de l'enfer, par exemple, est passé assez facilement. Bon, Ok. c'est peut-être un coup de chance, un rédacteur bien luné. Parce qu'ils avaient des sympathisants, évidemment, Ouais. notamment dans les revues littéraires où il y avait un petit peu plus de liberté que dans les collections chez les éditeurs. Euh, on a fait aussi courir des bruits sur leur compte pour essayer de les calmer, donc du genre, c'est des juifs, ils vont partir en Israël, alors à quoi ça sert de les éditer? Hmm. Ils étaient totalement athées, ils n'avaient aucune intention de partir, mais ça leur a fait beaucoup de mal parce que du coup, des éditeurs ont effectivement retardé des romans ou refusé de les faire paraître, pendant un temps en tout cas. Ouais. Oui, au début des années 80, ça commence à se détendre justement. Les Strugatsky ont commencé à retravailler. Un peu Enfin, ils n'ont mieux. jamais cessé de travailler, Ouais. à vrai dire, Enfin, mais à être publié. ils ont été publiés à tour de bras. On les a autorisés à sortir des choses qui étaient interdites jusque-là. Euh, ils ont été autorisés aussi à sortir du RSS pour aller dans les conventions. Oui. Je crois que c'était en 82 à Brighton, en Angleterre, de mémoire. En fait, c'était un jeu de donnant, gagnant-gagnant, si on peut dire. On les libère un petit peu, mais en même temps, ils servent de phare pour la science-fiction soviétique au niveau international. Et donc, c'est assez Oui. marrant parce après une dizaine d'années de brimade, eh ben, on les voit dans toutes les anthologies de science-fiction soviétique publiées par les éditeurs soviétiques. On les Mhm. voit dans les revues de propagande avec des interviews qui sont à mourir de rire parce que on sent bien que c'est pas. Comment dire, les propos qu'ils tiennent là-dedans sont tous sauf, je dirais pas authentiques, mais sincères. Ouais. C'est l'époque où ils ne sont plus eux-mêmes des gentils comme Sommel. Au départ, quand ils ont lancé l'écriture du cycle du Midi, c'était des communistes convaincus, l'un comme l'autre. Et c'est à force de prendre des coups sur la tête que leur ton s'est noirci, que leur vision de la chose a commencé vraiment à changer. Et les derniers romans du cycle du Midi sont sombres. Il date de quand ces derniers? 87, le tout dernier, Ok. Les vagues éteignent le vent. Euh, c'est pas leur dernier roman en commun, mais Mhm. c'est le dernier roman du cycle. Et ils avaient commencé à envisager de faire un ultime, euh, qui devait être un quatrième roman avec Maxime Camerer. Mhm. Puis ils se sont engueulés. Ils n'ont pas Ah merde. réussi à voir comment continuer. Et Pierre Cadier est mort. Donc ça s'est jamais fait, même s'il existe des notes de travail sur ça, Boris a refusé d'aller au-delà, de continuer à rédiger seul sur cette idée-là. Oui, donc, Donc en tout. voilà, c'est une
très longue histoire, en fin de compte. C'est vraiment... on peut dire que c'est l'histoire d'une vie, quelque part, puisque ça s'est arrêté avec la mort d'Arcadie. Mhm. Et c'est toute une carrière d'écriture. Alors, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont écrit des tas d'autres choses à côté, ça, c'est vraiment le cœur de leur réflexion, de leur travail. Et ça s'est échelonné comme ça pendant 30 ans. Donc c'est une grande œuvre. Et du coup, ça peut être intéressant. Enfin, je me rends pas trop compte. Donc, j'ai lu Étoile Rouge de fond en comble. Est-ce que Étoile Rouge permet justement d'avoir aussi cette lecture du cycle du Midi dans son histoire, comme on trouve dans Étoile Rouge? Je vais apprendre à m'exprimer correctement. Et est-ce qu'on retrouve ça aussi donc dans l'édition du cycle du Midi qui vient d'arriver? Est-ce qu'il y a tout cet accompagnement sur l'histoire qui se déroule sur ce temps-là? Oui, oui, quand même. Oui. Dans la préface, pour le volume, là, on a expliqué plein de choses. Enfin, on a surtout laissé la parole aux deux frères, mais on a quand même fait une remise en contexte là-dedans. Et effectivement, dans Étoile Rouge, c'est raconté aussi, mais d'une autre manière. C'est pas redondant. Oui. Puis Là, c'est vraiment centré sur le cycle du Midi, ce qu'il y a dans le volume qui arrive. c'est moi qui fais ça là. Désolé, j'ai juste un petit truc qui a popé. Ok, non, on va pas faire ça. Il y a Facebook qui nous proposait de regarder des films et des trucs ensemble, mais c'est un truc automatique. Ça n'a aucun sens. Si dans le chat vous avez des questions, bon bah ouais, le problème c'est que j'ai annoncé tout à l'heure sur Twitter, ah c'est l'enfer, il y a une coupure d'électricité à Lyon, etc. Donc forcément il y a plein de gens qui sont pas venus, mais c'est pas grave. Donc si vous avez Il y des aura un questions, replay. oui, il y a le replay qui restera, etc. Comme toujours, et je verrai si je. Bah, c'est plus moi que je vais mettre en cause parce que mes questions sont tellement aléatoires et vont dans tous les sens que ça m'embête de mettre ça en podcast parce que je pense que c'est pas forcément extrêmement agréable. Une question de Chakma qui demande Strugatsky pardon, n'a pas écrit l'auberge de l'alpiniste mort pour l'interrogation. Si, si. Traduit en français par Antoine Volodine, chez De Noël, Ah oui, Présence oui. du futur, qui n'a pas été réédité d'ailleurs. Ça, c'est un roman un peu spécial, à vrai dire, parce que c'est une enquête policière dans une auberge dans les Alpes, un pays, peut-être l'Autriche, et donc un policier soviétique en vacances et des vacanciers, tous plus ou moins bizarres, plus ou moins étranges. C'est une comédie policière de science-fiction, Ok. un truc étonnant qui se passe de nos jours Et et avec un final. Je peux pas le raconter parce que ça déflore tout, donc mais vraiment, vraiment étrange. Et c'est très, très drôle. Enfin, moi, j'ai trouvé ça drôle parce que c'est très sarcastique. Ils ont choisi comme personnage un gars qui est plus un contrôleur des finances qu'un enquêteur à même de travailler sur une affaire de meurtre. Donc, il y a un contraste. Lui, c'est un petit bureaucrate, en quelque sorte. Puis, paf, il y a quelqu'un qui meurt pendant les vacances. il date de quand ce roman-là? Il a dû être rédigé dans les années 70 Ouais. et traduit en français dans les années 80. Il y a un film estonien. C'est ce que dit Chakma. Je n'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film et je me souviens que c'était adapté d'un roman. Donc c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, le film est bizarre. Il est tout aussi bizarre que le roman, mais en moins drôle. Ah, mais c'est intéressant ça. Ouais, mais honnêtement, visuellement, c'est assez laid. Ah ouais, d'accord. Non, c'est assez laid. Par contre, il y a une magnifique musique par un compositeur estonien qui faisait de la musique électronique. Et donc, rien que pour ça, moi, je le conseille, ce film. Mais non, vaut mieux le roman quand même. Je note parce qu'on sait jamais si je refais un Soviet SF Festival, je cherche des films à diffuser, ça peut m'intéresser, donc je le note pour ne pas Alors, le l'oublier. souci, c'est qu'il existe en DVD, mais je crois pas qu'il y ait de sous-titres français. Ah,
Bon, on a des sites en fait de gens qui traduisent souvent. En vrai, je peux chercher ça en 2 secondes, voir s'il existe. Je vais m'amuser une toute petite seconde. Et je réponds. Tac. Parce que nous, c'est notre passion de trouver justement des gens qui font des sous-titres de leur côté. Ah ouais, c'est que le truc est un peu long à charger, forcément. Mais non, il n'y a pas pour longtemps. Et là, il faut se méfier parce que je crois que le film a été tourné en estonien. Il y a une version commercialisée en russe chez Ruskiko, mais alors Ruskiko, leur site est vérolé à mort. Ah ouais. Demander les DVD, c'est tout sauf facile. Et de toute façon, sur ce DVD-là, pour une fois, il n'y a aucun autre sous-titre que de l'estonien et du russe. Que d'habitude, chez cet éditeur, on trouve des langues pour toute l'Europe. Donc là, c'est raide à voir quand on n'est pas russophone. Ah, j'ai pas l'impression de le trouver, effectivement. Mais je note, ça peut être rigolo. Donc quand je cherche des trucs un peu étonnants et un peu rares. Ouais, j'ai pas passé ma soirée à faire des recherches sur internet. Euh, Donc, sortie donc du cycle du midi chez Nemos la semaine prochaine. 1200 pages autour donc du coup et retraduction, révision des œuvres des frères Strugatsky. Et sinon, on avait discuté aussi en mai dernier de ton projet sur les sorciers normands pour changer un peu de thématique. Où en Non, ça n'a est-il? pas avancé. C'est vrai? Parce que tu publies Oui, pas pour mal de l'instant, choses. il est toujours en phase d'examen chez un éditeur. Donc, Ok. non, il y a Mais plein d'autres choses, par contre, qui sont sur les rails. ouais, comme Dans quoi? le domaine de l'imaginaire, on a un roman de Vladimir Bogoraz qui doit paraître chez Kalidor au mois de mai. Ok. C'est un roman de 1913. C'est pas Oh, tout jeune, oui. mais il a pour particularité d'être un roman qui est à mi-chemin entre le roman préhistorique et la fantaisie. Ok. Et c'est Parce que ça... russe. Pardon? C'est russe? Oui, tout à Ok. fait, oui. Vladimir Bogoraz, c'était un ethnologue russe qui était aussi un militant révolutionnaire et qui est plus connu pour ses travaux d'ethnologie qu'il a menés en grande partie avec des Américains. Mhm. Donc, il travaillait sur la Sibérie. Mais il était aussi poète et romancier. Et ces dernières années, il y a un effort de redécouverte de ça. Et en fait, c'est vachement bien. C'était curieusement tombé dans l'oubli. Mais le roman en question, qu'on a intitulé en français Le Dragon de Lune, ça raconte l'histoire d'un jeune couple d'une tribu préhistorique qui fait le choix de quitter sa tribu euh, et qui donc se retrouve maudit par une sorcière. Et en marge de cette malédiction, un dragon apparaît. Ok. Donc c'est vraiment de la fantaisie, mais en des temps préhistoriques. Et Et c'est un superbe roman, plein d'aventures, très poétique aussi. d'accord, bah, c'est super intéressant. Il avait été traduit en anglais en 1928, mais il n'a jamais été traduit en français jusqu'ici. Donc voilà, ce sera chez Kalidor au mois de mai. Super. Toujours dans la fantaisie ancienne, du coup, nous, chez Lingva, on a fait une petite anthologie de textes de fantaisie ancienne russe. Donc un recueil de nouvelles d'une douzaine de textes sur des styles ayant des styles très variés, de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à 1920 par là. Donc des textes de fantaisie slave avec des héros épiques, des dieux anciens, etc. Mais il y a aussi de la fantaisie grecque, de la fantaisie médiévale, comme on en faisait en France à la même époque, avec des chevaliers, des rois, tout ça. Ça aussi, c'était un travail de découverte, quelque part, de défrichage, Mhm. euh, qui n'est pas fait en Russie.
Ce sont des textes qui ont été réédités ces dernières années, mais dans le cadre d'anthologies un peu fourre-tout concernant toutes les littératures de l'imaginaire ou littérature populaire ancienne. Mais il n'y avait jamais eu d'anthologie thématique sur ça, sur la fantaisie russophone ancienne. Donc nous, on l'a fait. Et donc, Voilà. ouais, Linkvas, Mais c'est votre boîte d'édition à toi et Victoria, c'est ça? voilà. Petite maison d'édition. Pour des projets un peu improbables comme celui-là. Oh, c'est votre espace de liberté, j'imagine. Tout à fait. Ce qui fait que je ne peux pas dire la date de parution, Ah oui, on n'en sait rien encore. D'accord. Chez nous, les livres sortent quand ils sont prêts, et puis c'est tout. On va pas chercher de calendrier avec des diffuseurs, distributeurs. C'est prêt, c'est bon, on envoie. Ah, c'est cool ça. Mais bon, commercialement, du coup, c'est catastrophique, évidemment, parce qu'on peut rien prévoir, mais on travaille à nos projets comme ça quand on peut, quand on a le temps. Et quand c'est fini, c'est fini. Puis voilà. Donc celui-là, il est bientôt fini. Ok. Il reste un travail de rédaction de préface à faire, mais ça va aller tout seul maintenant qu'on a bien saisi la matière. C'est ce qui sera le plus simple. Eh ben écoute, de toute façon, on partagera ça quand bah, je verrai sûrement sur ton mur arriver quand ça sera sorti. Voilà. Avec un beau dragon à plusieurs têtes sur la couverture. Parfait. Oula, faut pas que je m'étouffe non plus. Et ben écoute, on arrive tranquillement au bout de l'heure qu'on s'était donnée, Patrice. Donc c'était juste c'était juste pour le plaisir de parler de cette sortie. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter donc sur cette sortie du cycle de midi chez Mnemos Ben, tout ce qu'on espère évidemment, c'est que ça va bien marcher pour une excellente raison. Pas pour gagner des sous évidemment, mais parce que si ça marche bien, ben, on fera le 21e siècle. C'est-à-dire, donc là, tout ce qui était avant le cycle du midi. La partie préliminaire de l'histoire du futur des Strugatsky, toute l'histoire du 21e siècle, qu'ils ont aussi faite, mais qui n'est pas le midi de l'humanité. Donc, toute la période qui concerne la rivalité avec le monde occidental, l'exploration du système solaire. Et là, il y a beaucoup d'inédits en français. Ouais, ça représente à peu près le même volume que le cycle du midi. Ce sera sans doute plus court, mais il y a, si je me trompe pas, 3 romans à traduire. Ok, quand même. C'est déjà un beau morceau. Ouais. Et un roman à réviser lourdement, parce qu'en français, il a été traduit de l'anglais. Ah oui, le classique. Voilà. Ouais. Et puis, sur les nouvelles, il y en a la moitié qui ont déjà été traduites et le reste est inédit. Donc, ça représente une dizaine de nouvelles, une douzaine de nouvelles. Ouais. Donc, ce sera un volume qui sera sans doute plus petit, mais qui sera pas moins intéressant. Oui, parce qu'il sur un aspect qui est beaucoup moins connu finalement, parce que il est presque totalement tombé à la trappe de l'édition française. Donc, il n'y a que des morceaux qui sont parus et de façon très hétéroclite là aussi. Un petit bout aux éditions en langues étrangères soviétiques, un petit bout au masque science-fiction, et les nouvelles à droite à gauche. Donc voilà, c'est pour ça aussi que évidemment je souhaite beaucoup de succès à ce livre, parce que d'abord il le mérite en lui-même, mais parce qu'il peut nous permettre de faire cet autre projet-là, où là on plongera dans l'inconnu. Et ce qui est une belle première du coup pour les je mange les noms propres en général, mais alors celui-là plus la fatigue. Donc les Strugatsky, donc c'est déjà un super beau travail, une super belle nouvelle. Donc cette sortie que j'attendais donc avec impatience du cycle du midi là. Et voilà, d'avoir mis ça dans l'ordre, enfin d'avoir revisité les traductions, ou d'avoir tout simplement traduit, c'est une super nouvelle. Et effectivement, en plus, ça permet d'avoir un autre ouvrage du même acabit avec des choses encore plus inconnues et jamais sorties. Allez l'acheter, quoi. Faut pas hésiter.
vraiment. Elle Donc évoque. honnêtement, c'est une belle fierté d'intégrer cette collection-là qui s'est construite petit à petit, mais on tient quand même un sacré paquet de bons livres. Ouais, qu'est-ce que j'avais vu de chouette que j'ai Les fait. Seigneurs de Oui, il y avait l'instrumentalité, ça. Il y avait N-Line aussi, si je dis pas de bêtises. voilà, l'histoire Ouais, du futur de Heinlein. Donc j'ai trouvé ouais, côte à côte ces trois-là ensemble. c'est On a les gigantesque. trois grands styles du futur de la science-fiction Tout à fait. moderne. Donc c'est chouette, quoi. Ah oui, oui, non, c'est des très belles éditions et c'est des beaux projets qui vraiment réhabilitent, soit effectivement, là, dans ce cas-là, des œuvres qui sont un peu éparses, un peu dans tous les sens et qui ont subi quelques tourments, on va dire. Et non, non, c'est vraiment des belles initiatives et qu'il faut soutenir un maximum, ça c'est sûr. Voilà. Voilà, et ben écoute, Patrice, un énorme merci d'avoir été là. Désolé pour le départ en trombe absolue, catastrophe, qui m'a absolument pas aidé. Mais bon, bon, ça va faire un an que je dis que je débute sur Twitch. Donc, va falloir que j'arrête de dire ça parce que ça n'a aucun sens. Il va falloir que je prenne du galon dans cette aventure-là. Mais je suis très 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 Tu contente vois, que... Hmm. on a fini par s'en sortir grâce à un réseau de vieux. Oui, c'est vrai, c'est Facebook qui nous a sauvés, quoi. Incroyable. Mais oui, c'est pas si mal pratique en vrai, hein. Là, je vois ça, à terme, après, j'ai pu à peu près me débrouiller, quoi. Ouais, ouais, effectivement, je le garderai en tête, en fait. Effectivement, j'ai l'habitude du Discord, mais ça peut être une solution plutôt utile.